C'est Aidez-moi, un thriller à suspense Katie Winter du FBI, livre 5, écrit par Molly Black, lu par Audrey. Prologue. Stephanie Grant descendit les escaliers en frissonnant et alluma la lumière avant de parcourir le couloir sombre. Non seulement la pluie torrentielle qui s'abattait en ce moment ne la rassurait pas, mais elle avait également fait un rêve troublant et s'était réveillée en pleine nuit car elle était certaine d'avoir entendu des cris. C'était peut-être une bagarre ou une bande de jeunes turbulents qui rentraient chez eux après la fermeture des bars. Elle louait un appartement dans le centre-ville de Vancouver en économisant pour s'acheter son propre logement. Mais elle se demandait s'il ne valait pas mieux abandonner ce rêve et chercher une colocation en banlieue. Elle n'aimait pas la vie en ville et elle se sentait mal à l'aise à l'idée de marcher 8 pâtés de maison pour aller travailler sous la pluie avant l'aube. Il se passait des choses étranges dans les environs ces derniers temps. La veille, Mel, sa collègue, lui avait confié qu'elle avait cru être suivie en quittant la boulangerie. Elle avait même fait un détour pour semer le type. De plus, il y avait récemment eu quelques agressions et des cambriolages dans le voisinage. C'était peut-être la raison pour laquelle elle avait fait ce cauchemar, pensa-t-elle. Elle récupéra son parapluie dans le panier du couloir, ferma sa veste et serra les dents avant d'affronter la pluie battante dans l'obscurité. Elle avait hâte de retrouver la chaleur de l'atelier de la boulangerie et de préparer les pains et les croissants de la journée. Ils devraient être prêts au moment où les premiers clients du matin commenceraient à arriver. En traversant la route à la hâte, elle remarqua des éclats de verre sur le trottoir qui scintillaient faiblement sous la lueur des réverbères. Elle repensa immédiatement aux cris qu'elle avait entendus la veille. C'étaient sûrement des ados. Ils étaient ivres et ils avaient jeté des détritus par terre. Rien de plus, se rassura-t-elle. Les rues de Vancouver étaient encore sombres, les immeubles silencieux. On n'entendait que le sifflement du vent, le crépitement de la pluie et le grondement lointain de la circulation sur le pont. Le vent devenait de plus en plus violent et la pluie s'abattait en cataracte. Elle referma le col de son manteau, s'accrocha à son parapluie et se dépêcha de traverser la tempête, tête baissée. D'habitude, elle aimait marcher. En été, elle adorait voir la ville s'éveiller lentement au lever du soleil, quand les volets s'ouvraient et que les restaurants et les boutiques se préparaient à accueillir leurs premiers clients, mais pas aujourd'hui. Le temps de cette fin d'hiver était trop oppressant et la pluie épouvantable. Seuls quelques véhicules étaient hâte de sortie à cette heure matinale. Leurs phares balayaient les trottoirs et les façades et leur lumière se reflétait dans les flaques. Au loin, elle entendit le son perçant d'une sirène. Elle jeta un coup d'œil en arrière, se demandant si quelqu'un la suivait. Elle croyait avoir entendu des bruits de pas, mais elle ne vit personne. En se retournant, elle dérapa sur le trottoir glissant et se rattrapa de justesse à un mur pour éviter de tomber. Puis elle tendit à nouveau l'oreille. Aucun mouvement, aucun son. Il n'y avait que le vent et la pluie. Elle traversa rapidement le carrefour, éclaboussant tout sur son passage, puis elle tourna au coin de la rue où se trouvait la boulangerie. Cette météo exécrable, son cauchemar et cette impression d'être observée lui donnèrent la chair de poule. Elle se retourna une fois de plus et regarda la route, les lumières, la circulation et la pluie battante. Mais elle ne vit rien d'autre. Alors, elle se remit à marcher, l'esprit toujours tourmenté par ce rêve étrange et la sensation d'être suivie. Puis, à son grand soulagement, elle aperçut enfin la joyeuse enseigne rose et blanche de la boulangerie. Elle serait bientôt en sécurité après avoir parcouru ce trajet perturbant. Mais en traversant la rue, elle fronça les sourcils. L'enseigne lumineuse éclairait quelque chose au sol, quelque chose d'étrange et de sombre en dessous du porte-à-faux. Stephanie frissonna. Qu'est-ce que c'était ? Le ramassage des déchets ménagers avait eu lieu la veille. C'était certainement un sac poubelle abandonné. Elle s'avança nerveusement, intriguée par cette forme indistincte dans l'obscurité, juste devant la porte arrière ouverte de la boulangerie. Son cœur s'accéléra. Ce n'était pas un sac poubelle. Elle reconnut 2 jambes, des bas et des bottes en velours de couleur sombre, ainsi qu'une main pâle, crispée et striée de sang. Horrifiée par l'impensable, Stephanie mit sa main sur sa bouche pour étouffer un cri. « Non !» murmura-t-elle. « Non, non, non !» C'était Mel, sa collègue. Hier, elle était sûre d'avoir été suivie, et ce matin, elle était morte. Stephanie n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Mais quand elle remarqua une traînée rouge sous le corps et qu'elle comprit ce qui s'était probablement produit, elle hurla de terreur. Mel avait été sauvagement attaquée. Complètement effarée, Stephanie recula et sortit immédiatement son téléphone. Puis elle se retourna et se mit à courir tout en composant le 911. Elle ne voulait pas rester dans les parages, pas quand Mel avait été tuée quelques minutes plus tôt. Elle s'enfuit de l'autre côté de la rue en sanglotant, submergée et étouffée par la peur. Elle avait du mal à respirer.
Elle voulait se cacher et ne jamais revenir ici, jamais. Pourquoi quelqu'un s'en était-il pris à Mel? Pourquoi? Et puis une pensée terrible surgit dans son esprit. Et si ce tueur rôdait toujours quelque part à proximité? Et s'il l'attendait? Chapitre 1. Katie Winter soupira de frustration alors qu'elle effectuait sa routine matinale en vérifiant ses courriels. Elle avait espéré recevoir des détails concernant le dossier de sa sœur, mais elle n'avait encore rien reçu, ce qui l'angoissait. Même si Josie avait disparu il y avait plus de 15 ans, chaque minute comptait pour Katie. « Pourquoi n'ai-je rien reçu ?» marmonna-t-elle en pianotant sur la table en bois. Elle était assise dans la salle à manger de son appartement à Sault-Sainte-Marie, du côté nord-américain de la ville frontalière où était basée l'unité pour laquelle elle travaillait en tant qu'enquêtrice spéciale. Sa chambre était calme et confortable, et le coin salon-salle à manger offrait une vue sur la rivière Sainte-Marie qu'elle avait appris à aimer. Regardant fixement ce paysage apaisant, Katie se rappela que la réouverture d'une affaire non résolue prendrait énormément de temps, d'autant plus que la numérisation n'était pas encore la norme à l'époque et que tous les rapports avaient donc été archivés. Par conséquent, elle devrait s'armer de patience avant d'obtenir toutes les preuves et les témoignages. Mais pour Katie, cette attente était insupportable. Elle voulait découvrir ce qui s'était réellement passé, ce jour fatidique où sa jumelle de 16 ans avait disparu. Elle était impatiente de lire les dépositions, de revoir la chronologie des événements et de comprendre exactement comment s'étaient déroulées les recherches au bord de la rivière. La police n'avait pas retrouvé Josie, mais elle avait arrêté un tueur en série, Charles Everton, qui se trouvait à l'endroit exact où le kayak de sa sœur avait chaviré. Mais n'ayant toujours aucun courriel dans sa boîte de réception, Katie devrait encore patienter. Soudain, son téléphone retentit et dissipa sa frustration. Elle se leva de sa chaise et se précipita dans sa chambre où elle avait laissé charger son téléphone. Comme il était à peine 7 heures du matin, elle supposa que Scott, son supérieur direct, l'appelait pour lui confier une nouvelle affaire. Mais lorsqu'elle baissa les yeux sur l'écran de son portable, elle reconnut un numéro auquel elle ne s'attendait pas. C'était la prison de Northfields dans l'État de New York. C'était là que Charles Everton purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité pour plusieurs meurtres. C'était une étrange coïncidence puisque Katie y pensait encore. Récemment, elle avait eu l'occasion de parler brièvement à Everton en prison. Au cours de la conversation, il l'avait menacée et comme il avait déjà commis d'autres infractions, on l'avait envoyé en isolement. Elle craignait qu'il ne se fût passé quelque chose. S'était-il échappé? Était-il mort? Quelque chose d'important avait dû se produire pour que la prison l'appelle à cette heure. Elle décrocha sans attendre. « Agent Katie Winter du FBI ?» demanda une voix d'homme. « Elle-même » confirma-t-elle. Elle déconnecta le téléphone du chargeur et s'installa devant son ordinateur portable, posé sur la table de la salle à manger. Elle était nerveuse et impatiente de connaître la raison de cet appel. « C'est Mike Beach ici, le directeur de la prison de Northfields. » L'estomac de Katie se noua. Elle eut immédiatement l'impression que quelque chose s'était passé. « Bonjour Mike, en quoi puis-je vous aider ?»« Charles Everton a demandé à vous voir, » lui annonça-t-il sans ménagement. Cette nouvelle la figea sur place, comme si on lui avait balancé un seau d'eau glacée en plein visage. La voir? Elle? L'homme qu'elle soupçonnait avoir tué Josie et qui n'avait pas voulu répondre à ses questions lors de leur dernière rencontre, préférant se moquer d'elle, voulait maintenant la revoir? « Agent Winter, vous êtes toujours là ?» s'inquiéta Beach. Katie était tellement abasourdie par cet appel qu'elle était à court de mots. « Oui, je suis là. Je suis juste surprise par votre appel, » admit-elle. « Surprise ?» s'exclama Beach. « Je le suis aussi, croyez-moi. Je comprends tout à fait votre réaction. Mais il a été très clair sur le fait qu'il voulait vous voir et il a même insisté. »« Est-il toujours en isolement ?» demanda Katie pour clarifier la situation. « Oui, et il y restera encore une semaine au moins, » lui certifia Beach. « Nous ne comptons pas réduire sa période de confinement parce qu'il veut vous rencontrer. C'est peut-être une tactique de sa part pour sortir de là plus tôt. »« Je suis ravie de vous l'entendre dire, » souffla Katie. Elle non plus ne voulait pas qu'Everton pense pouvoir écourter sa période d'isolement. Il est bien conscient que sa demande ne raccourcira pas la durée initialement prévue et n'empêchera pas une éventuelle prolongation si son comportement le justifie. « Bien, » répondit Katie, convaincue qu'ils adoptaient l'attitude la plus stricte possible avec ce dangereux prisonnier. Et il a insisté pour vous voir une fois qu'il sera de retour au quartier de haute sécurité. La dernière fois qu'elle avait vu Everton, il s'était montré hostile et impitoyable. Il était allé bien trop loin, et cela lui avait valu une sanction que même cet homme psychopathe redoutait. Il avait paru horrifié en apprenant qu'il serait placé en isolement. Visiblement, il craignait cette mesure disciplinaire.
mais cette mise à l'écart lui avait peut-être permis de reconsidérer certaines choses, ou même de regretter son comportement agressif envers elle. Oserait-elle l'espérer? Et qu'en pensez-vous? Demanda Katie. Est-ce que cette rencontre est une bonne idée? C'est à vous de savoir, répondit Beach. Si vous êtes d'accord, je programmerai cet entretien et vous tiendrai au courant le moment venu. Un picotement d'excitation commença à parcourir sa colonne vertébrale. Oui, ça me va, confirma Katie. Merci de m'avoir contacté. Je vous rappelle dès que possible, conclut Beach. Katie raccrocha. Elle ne s'était pas attendue à une telle tournure des événements et son esprit s'emballa. Après tout ce qu'elle avait appris sur Everton, elle savait qu'il n'était pas du genre à changer d'avis. Il n'éprouvait aucune compassion ni empathie. C'était un psychopathe qui ne regrettait jamais ses actes et qui se croyait au-dessus des lois et au-delà de toute pitié. Et pourtant, Everton n'avait pas seulement demandé à la voir, il avait aussi insisté. Cela voulait dire quelque chose. Katie voulait en apprendre davantage sur les circonstances troublantes de la disparition de sa sœur. Elle cherchait désespérément à découvrir ce qui s'était réellement passé le jour de l'accident de kayak. Rouvrir le dossier lui fournirait une pièce du puzzle, et interroger de nouveau Everton pourrait lui en donner une autre. Après tout, il se trouvait dans le secteur où Josie avait disparu ce jour-là. C'était certain, et c'était la raison pour laquelle la police l'avait arrêté à l'époque. 2 semaines et demie en isolement étaient bien suffisantes pour qu'un criminel craque et décide de parler à n'importe qui de l'extérieur, même s'il fallait avouer les actes les plus odieux. Elle espérait que, cette fois, elle serait capable de percer les défenses de cet homme et de découvrir ce qu'il savait. S'il savait quelque chose, du moins. Elle était déterminée à saisir toutes les occasions qui se présentaient à elle, et elle réfléchit déjà au moment idéal où cette rencontre pourrait avoir lieu. Ce ne serait pas facile, c'était certain, surtout avec la charge de travail qu'elle avait actuellement et les aléas de son métier. De plus, cet accident ne datait pas d'hier. À l'époque, Katie n'avait que 16 ans et elle n'avait aucune connaissance des procédures d'enquête. De plus, elle s'en voulait d'avoir pris elle-même la décision irresponsable d'affronter la rivière alors que c'était trop dangereux. Si seulement elle avait pu enquêter à l'époque, au lieu de s'enfermer chez elle, honteuse. Aurait-elle pu sauver Josie si elle avait cherché à comprendre? Katie y pensait souvent, dévorée par la culpabilité. Il était tout à fait possible qu'Everton ait été présent lorsque le kayak s'était retourné ou qu'il ait vu ce qui était arrivé à sa sœur. Elle savait qu'elle ne devait pas trop espérer de cette rencontre. Après tout, rien ne garantissait qu'Everton lui parlerait. Il avait peut-être une autre idée en tête. Tout à coup, son téléphone sonna à nouveau. Katie l'attrapa immédiatement et vit que cette fois, il s'agissait bien de son patron, l'inspecteur Scott. Il avait sans nul doute une nouvelle affaire. Elle allait certainement revoir son partenaire, Leblanc, qui avait dû s'absenter pendant quelques jours, et ils relèveraient ce défi ensemble. Elle décrocha, impatiente de découvrir de quoi il s'agissait. Chapitre 2. Alors que l'inspecteur Leblanc montait dans l'avion, son téléphone sonna. Il baissa les yeux sur l'écran et découvrit, à sa grande surprise, qu'il s'agissait d'un ancien collègue de Paris. Leblanc supposa que son ami avait entendu parler de l'opportunité professionnelle qui lui avait été proposée et qu'il voulait connaître sa décision. « Bonjour », répondit-il, toujours tenaillé par le doute. Quelques semaines auparavant, il avait décidé de refuser ce poste d'inspecteur principal à Paris et de rester dans l'unité spéciale. Mais Leblanc avait sous-estimé le pouvoir de ses sentiments. Son cœur le suppliait de rester avec l'unité transfrontalière, mais sa tête l'exhortait à saisir cette opportunité de carrière et à retourner dans la ville où il avait passé la majeure partie de sa vie professionnelle et à profiter de tout ce qu'elle pourrait apporter. Mais Leblanc avait surtout soif de vengeance. C'était plus fort que lui. Quand il était à Paris, sa partenaire d'enquête, Cécile, avait été assassinée par un détenu, Hugo Gagnon. Ce meurtre avait détruit la vie de Leblanc. Il n'avait jamais pu oublier et encore moins pardonner. Leblanc voulait que Gagnon eût reçu la punition qu'il méritait. La vie en prison était trop belle pour lui. « Salut Leblanc », salua son collègue. « Je viens d'apprendre quelque chose de très intéressant et je voulais t'en faire part immédiatement. »« Qu'est-ce que c'est ?» s'empressa de demander Leblanc qui se dirigeait vers son siège. « Tu sais ce qui se passe avec Gagnon ?» lança-t-il d'une voix étouffée. « Non quoi ?» Leblanc souhaitait vraiment en savoir plus à présent. « Je ne suis pas censé te mettre au courant, mais il est probable qu'il soit transféré dans une autre prison. Une prison moins récente et qui n'est pas très bien gérée, paraît-il. »« C'est-à-dire ?» s'inquiéta Leblanc. « La sécurité n'est pas optimale là-bas, et il y a plusieurs détenus dans cette prison qui détestent Gagnon. Il faisait partie d'un gang avant d'être arrêté, et on sait tous que s'il est transféré là-bas, il ne fera pas long feu. » Leblanc avait toujours espéré que Gagnon aurait ce qu'il méritait, sa vie pour celle de Cécile.
Qui décide du transfert ? S'enquit-il. Ce serait la clé du destin de Gagnon. Leblanc devait savoir s'il figurait ou non parmi les détenus qui seraient déplacés. « Je vais essayer de savoir qui s'en charge », répondit son ex-collègue. « Et s'il existe un moyen de l'influencer », ajouta-t-il sans ménagement. « J'apprécierais », répondit Leblanc. Il n'aurait jamais pensé qu'une telle occasion aurait pu un jour se produire. « S'il te plaît, ça reste confidentiel. Ne dis à personne que je t'ai appelé », insista son collègue. « Compris », confirma Leblanc. Lorsque l'avion décolla, Leblanc réalisa qu'il se trouvait face à un choix difficile. Que ferait-il quand il connaîtrait le nom de la personne responsable de l'éventuel déménagement de Gagnon ? Interviendrait-il pour s'assurer de ce transfert et en même temps de sa condamnation à mort ? Sa quête de vengeance allait-elle le mener aussi loin ? Les détenus comme Gagnon n'étaient donc pas souvent déplacés. Cette opportunité ne se reproduirait certainement pas. Il soupira, fixant le paysage enneigé alors que l'avion s'élevait dans le ciel sans nuages. Il pourrait si facilement décider de la vie ou de la mort d'un homme. Il se demanda comment Katie, sa partenaire d'enquête depuis quelques mois maintenant, réagirait en apprenant cela. Que penserait-elle de lui ? Penserait-elle qu'il n'était pas si différent de Gagnon en complotant pour enfin parvenir à le neutraliser ? Leblanc sentit son estomac se nouer. Il ne voulait pas être comparé à Gagnon. Il voulait simplement lui arracher la vie. Le transférer dans l'autre prison l'envoyait sans aucun doute à la mort. Leblanc arriverait-il à influer sur la décision et s'en servirait-il à son avantage ? Il se sentait profondément perturbé. Il croyait avoir terminé sa quête de vengeance. Pourtant, la perspective que Gagnon recevait enfin ce qu'il méritait réveilla les sombres émotions qu'il avait enfouies au plus profond de son âme. Il avait l'impression d'avoir vécu dans le déni jusqu'à présent. Il pensait pouvoir se libérer des démons du passé en travaillant dans cette nouvelle ville, mais apparemment ce n'était pas le cas. Les prochains jours seraient certainement tendus car il ne savait pas s'il exercerait une quelconque influence sur le sort de Gagnon. Il ferma les yeux en s'adossant à son siège. Il ne se reconnaissait pas. Devait-il en parler à Katie ? Serait-elle déçue d'apprendre ce qu'il avait pensé faire ? Alors qu'il était perdu dans ses pensées, il reçut un message de Scott. Son patron savait qu'il était actuellement sur un vol de retour. « Nous avons une nouvelle affaire. Il y aurait un tueur en série dans la région de Seattle-Vancouver. Appelez-moi dès que vous atterrissez et soyez prêt à prendre un vol de correspondance immédiatement. » Leblanc sentit une décharge d'adrénaline. C'était exactement ce dont il avait besoin. Il pourrait se concentrer sur l'enquête corsée qui l'attendait et ne plus penser au sort qu'il réserverait à Gagnon. Un meurtre en série nécessiterait toute son attention. Leblanc savait que ce genre d'affaire pourrait être dangereuse et risquée. Dans les prochains jours, il devrait consacrer tout son temps et toute son attention à pourchasser ce meurtrier. Il se sentait à la fois enthousiaste et soulagé. Il avait hâte de retrouver Katie. Il réalisa à quel point sa compagnie lui avait manqué pendant son absence. Sa manière de glisser ses cheveux bruns brillants derrière ses oreilles quand elle étudiait les rapports d'enquête. La façon dont ses yeux verts brillaient lorsqu'elle était sur une piste. Sa perception et son intuition étaient phénoménales. Après des débuts difficiles, ils étaient parvenus à travailler ensemble de manière efficace, et Leblanc ressentait à présent une réelle connexion avec sa partenaire. Il n'aurait jamais cru que c'eût été possible, lui qui se sentait toujours aussi dévasté par la mort de Cécile. Mais même s'il ne s'en était pas complètement remis, il se sentait attiré par sa nouvelle partenaire. Katie Winter était intelligente, indépendante, et contre toute attente, il avait appris à faire confiance à son instinct et à son jugement. Il sentait qu'ils avaient beaucoup en commun à certains égards, mais en même temps, il savait que ce type d'affaires les mettait tous les deux en danger. Se lancer dans une nouvelle enquête était toujours difficile, et cela l'était d'autant plus maintenant qu'il s'était rapproché de sa partenaire. Leblanc savait qu'il éprouvait des sentiments pour Katie qui dépassaient le cadre professionnel. Il ne comptait pas le nier, mais cela signifiait qu'il s'inquiéterait davantage pour la sécurité de sa partenaire à chaque nouvelle enquête. Il avait déjà perdu quelqu'un avec qui il travaillait étroitement et pour qui il éprouvait des sentiments. Il ne voulait pas revivre cela, jamais. Mais il y avait un tueur en liberté en ce moment et son instinct d'enquêteur reprit le dessus. Il était impatient de commencer la traque dès que son avion aurait atterri. Chapitre 3. Katie patientait dans le salon de l'aéroport de Sault-Sainte-Marie. Elle s'attendait à ce que Leblanc la rejoigne d'une minute à l'autre. Ils avaient 2 heures avant d'embarquer pour Seattle, et d'ici là, Scott leur fournirait davantage de détails sur l'affaire. Elle se sentait plus que prête et impatiente de commencer cette nouvelle enquête. Puis elle l'aperçut. Elle tressaillit lorsque cet homme athlétique à la peau mate entra dans le salon et s'avança vers elle en souriant. « Katie !»« Leblanc, comment étaient vos vacances ?» Il lui avait dit qu'il avait passé quelques jours chez sa tante et son oncle qui habitaient près de Montréal.
C'était reposant, ça fait du bien de rendre visite à la famille. Il fit la grimace à peine utile terminée, se rappelant la situation familiale de Katie. Pour certains, en tout cas, ajouta-t-il mal à l'aise. Il était vrai que pour Katie, les choses étaient malheureusement bien différentes, et elle appréciait qu'il s'en fût souvenu. « C'est assez calme ici », lança-t-elle. Elle avait choisi un endroit reculé du salon qui était plutôt désert en ce moment. « Et si nous appelions Scott maintenant ?» Elle pouvait voir que Leblanc était tout aussi impatient de démarrer cette nouvelle enquête. « Allons-y », acquiesça-t-il. Katie composa le numéro et mit le téléphone sur haut-parleur, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Un instant plus tard, Scott répondit « Leblanc, Winter, merci d'avoir fait aussi vite. Il s'agirait d'une série, d'après les premiers éléments. Tout le monde est paniqué. Le gouverneur de l'État nous a supplié de résoudre cette affaire le plus rapidement possible. 2 jeunes femmes ont été assassinées jusqu'à présent, et le niveau de violence est tel qu'il suscite une réelle angoisse. Voici ce que nous savons. » Katie attendit, impatiente de connaître la suite. Le premier meurtre a eu lieu il y a 3 jours, à Seattle, dans un parc en périphérie de la ville. La victime était Amber Morrison, une secrétaire juridique de 25 ans. C'est arrivé en soirée, elle revenait de chez un ami. Et comme vous pouvez le voir sur les photos que je vais vous montrer, il est clair que l'agresseur a utilisé une arme blanche. Une hachette ou une hache. Elle a été touchée à l'arrière du crâne et elle est morte presque sur le coup. Katie se prépara au pire et elle prit une profonde respiration avant de regarder les photos. Elle détestait devoir affronter la violence de cette façon. Elle ne comprenait pas qu'une personne pouvait mourir d'une manière aussi sauvage et elle était d'autant plus déterminée à attraper le coupable à tout prix. Elle plissa les yeux lorsque les photos apparurent et constata l'extrême violence de l'attaque. La seule consolation était que la mort avait été sans nul doute instantanée. Mais que s'était-il passé pour que quelqu'un puisse physiquement et mentalement abattre une hache avec l'intention de tuer ? Oui, c'est une blessure profonde, et elle semble avoir été faite avec précision, fit remarquer Leblanc. Vous avez raison, c'est un coup extrêmement précis, convint Katie. Celui qui a fait ça était soit chanceux, soit doué. Exactement, acquiesça Scott. Des indices ? Des pistes ? Continua Katie. Malheureusement, il n'y a pas de caméra près du parc, répondit Scott. Ça se serait produit vers 20h. Les gens étaient rentrés chez eux. Le parc était plutôt désert. Elle a pris un raccourci et les gens qui l'ont trouvé 1 heure ou 2 plus tard ont emprunté le même chemin apparemment. La police locale ne comprend pas qu'un crime aussi violent se soit produit dans un quartier si paisible. Le crime a secoué le voisinage, mais ils n'ont trouvé aucun indice mobile ou toute autre piste. Et le deuxième meurtre ? C'est arrivé tôt ce matin, répondit Scott. La victime est Melanie Mason, 30 ans. Elle travaillait dans une boulangerie à Vancouver. Elle a été tuée exactement de la même manière, avec une arme similaire, alors qu'elle arrivait à la boulangerie pour commencer sa journée vers 4h30. Comme vous pouvez l'imaginer, le fait que le même crime se soit produit dans une autre ville est extrêmement troublant. Ce tueur se déplace et on ne sait pas où il frappera ensuite. Encore une fois, Katie plissa les yeux en découvrant les photos. Détail important, reprit Scott. Nous avons appris que Mélanie avait eu l'impression d'être suivie la veille. C'est ce qu'elle a révélé à sa collègue qui a ensuite retrouvé son corps. Lui a-t-elle donné davantage de détails ? Une description de la personne qui la suivait ? Non, elle a simplement dit qu'elle avait décidé de prendre un autre chemin pour rentrer chez elle. Katie se rappela d'interroger la collègue en question plus tard. N'importe quel fragment d'information mémorisé pourrait être utile. Avez-vous pu établir un lien entre ces 2 femmes ? Se connaissaient-elles ? S'enquit Katie. Non, rien. Elles n'ont aucune connaissance en commun. Alors c'est certainement une série, et comme vous le dites, ils se déplacent et traversent la frontière, ce qui soulève de sérieuses questions, observa Katie. Exact, et j'espère que vous pourrez bientôt obtenir des réponses. Une signature en dehors du mode opératoire ? Nous n'avons rien trouvé jusqu'à présent, répondit Scott. Selon les premiers éléments du coroner, l'angle des coups porte à croire que le tueur est droitier, et d'après leur hauteur, il serait probablement de taille moyenne à grande. Katie regarda Leblanc hocher la tête, ses yeux sombres et intenses semblaient enregistrer toutes les informations. Elle savait qu'il tentait de dresser le profil du tueur et de déterminer où il pouvait se cacher. Elle ressentait la même chose. Paul Rix vous attendra à l'aéroport. C'est l'inspecteur en charge de l'affaire actuellement à Seattle. Je l'ai contacté pour m'assurer que vous disposiez de toutes les ressources nécessaires. J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec lui. C'est un homme extrêmement professionnel, les rassura Scott. Parfait, lança Leblanc. Je compte sur vous pour avancer rapidement et tenez-moi au courant. On n'y manquera pas, confirma Katie. Ils raccrochèrent et elle détourna les yeux un instant. Elle se demanda si Leblanc remarquerait qu'elle était un peu secouée.
Et bien évidemment, il le vit immédiatement. « Ça va ?» demanda-t-il en la regardant alors qu'elle se remettait difficilement des photos qu'ils avaient vues. Même si elle avait affronté ce genre de violence meurtrière de nombreuses fois, c'était toujours éprouvant. Elle était toujours ébranlée par la haine que quelqu'un devait nourrir pour faire subir ce genre de choses à un être humain innocent qu'il ne connaissait même pas. Mais en même temps, elle cherchait désespérément à comprendre ce que le tueur ressentait. Même s'il était extrêmement difficile de se mettre dans la peau d'une personne à l'esprit tordu ou d'un psychopathe, elle savait que c'était un moyen de découvrir son identité et de l'attraper. Elle devait mettre sa haine de côté pour laisser la place à l'empathie. Aussi effrayant que cela pouvait paraître, elle devait s'aligner sur les processus de pensée du tueur afin de déterminer sa personnalité. « Je vais bien », répondit-elle à Leblanc. « J'essayais juste de comprendre à qui nous avions affaire et c'est toujours très troublant. Mais nous devons réfléchir à ce qu'il ou elle compte faire ensuite. D'après la violence et l'arme du crime, notre tueur est sûrement un homme. » Oui, je suis d'accord avec vous. Le mode opératoire correspond à celui d'un tueur masculin, physiquement et mentalement. Mais pourquoi une hache ? S'interrogea Leblanc. Ça signifie certainement quelque chose pour lui. Il utilise peut-être une arme qu'il connaît, qu'il possède et qu'il sait parfaitement manier, suggéra Leblanc. Oui, avec force et précision. Mais comment la cache-t-il ? Vous ne pouvez pas vous promener en ville avec une hache, sauf si c'est un outil dont vous avez besoin pour le boulot. Ça vaut aussi la peine d'y réfléchir, dit Katie. Leblanc hocha la tête. Ça pourrait passer pour un agent d'entretien dans un parc. Mais pour une boulangerie, et au centre-ville qui plus est, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a malheureusement pas assez d'éléments pour le moment. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.